Bonjour à tous, on se retrouve en ce jeudi 3 août pour un nouveau CQFR. Je suis encore avec Benjamin qui nous a mis un petit col roulé qui laisse indiquer qu'il ne fait pas très chaud du côté de Rennes. Est-ce que tu confirmes, Benjamin, qu'en C'est même Bretagne... très... C'est terrible, c'est vraiment terrible. Je suis désolé, mais le temps actuellement me force à porter des choses que je n'aurais pas pensé porter pendant un mois d'août. Mais bon, on fait avec, c'est pas grave. Il n'y a pas de NBA, on reste au chaud, on boit un petit café à la maison et tout va bien. C'est ça, si vous aussi vous êtes dans la partie nord, nord-ouest, nord-est du pays, vous comprenez de quoi on veut parler. Et les autres, écoutez, profitez bien du sud ou des autres destinations dans lesquelles vous passez vos vacances, parce que si vous revenez dans le nord, c'est pas joli joli. Euh, Benjamin, on va parler quand même de ce qui s'est passé hier soir au niveau du basket. Les Mhm. Bleus qui, eux, pour le coup, sont dans le sud, hein, ils sont à Pau en ce moment, ils l'étaient là sur la soirée d'hier, pour leur deuxième match de préparation pour la Coupe du Monde. Les Bleus qui avaient déjà largement battu la Tunisie quelques jours plus tôt, on en avait parlé aussi dans un CQFR. Les Bleus, cette fois, ont alors, nettement dominé, peut-être pas, mais se sont imposés relativement tranquillement contre le Monténégro, qui est un adversaire d'un niveau quand même supérieur à la Tunisie. Les Bleus se sont imposés 80-69. Euh, Quoi dire sur ce match? Je pense qu'il y a un petit peu plus d'enseignement peut-être quand même que sur celui qu'on avait évoqué contre la Tunisie, parce que l'adversaire était de qualité supérieure. Rectification sur ce qu'on avait dit la dernière fois, il y avait bien Nikola Vucevic, parce que moi je me souviens que j'avais dit que ce serait sans doute pas l'équipe type du Monténégro, vu qu'il n'y avait pas de compétition qui s'annonçait immédiatement, mais c'était une erreur. Vucevic était bien là. Les Bleus, donc je rappelle le score 80-69. Comment t'as trouvé leur prestation? Qu'est-ce que t'as retenu de ce match? Dis-nous tout. Alors déjà, Montpellier, je suis désolé, mais ils étaient à Ah, Montpellier Montpellier, hier. pourquoi je dis pas Pau, c'était le premier match. Voilà, ça commence bien, vous pouvez voir. C'est Montpellier, Ah, c'est pas effectivement. grave, c'est le matin, on peut pardonner des choses. Et non, en plus, vraiment, c'était un match plus révélateur, je pense, que la Tunisie, où il y avait eu un énorme écart. Là, en l'occurrence, ça a commencé fort. Après, l'écart s'est un peu resserré parce qu'il y avait du niveau en face. Et moi, ce que je retiens principalement, alors, deux choses, voire trois, qui ont sauté aux yeux, mais je vais commencer par, pour moi, la plus importante, c'est le match d'Evan Fournier, Mhm. qui était un petit peu en dedans pendant le premier, qui avait du mal. On sentait que c'était dur pour la reprise, qui était rouillé. 20 points, 7 sur 10 au tir. 7 sur 12, pardon, à 4 sur 6 à 2 points et 3 sur 6 à 3 points. 4 rebonds, 2 passes. Voilà, c'était un vrai Evan Fournier. Et franchement, en fait, il jouait de manière assez naturelle, avec beaucoup d'agressivité. Derrière, on l'a vu avec voilà, le grand sourire qu'il a habituellement après une victoire et qui nous manquait un petit peu finalement depuis qu'il a été benché par les Knicks. Donc, je trouve que c'est super, super positif. Et là, on voit qu'il monte vraiment en puissance avec cette équipe. Mais c'est super rassurant avant le mondial parce qu'on en parlait dans la late, on en a beaucoup parlé dans les commentaires aussi. Mhm. Fournier, c'était un point d'inquiétude pour beaucoup de gens. Et là, le fait qu'il marque 20 points, c'est déjà un premier signe positif vers le fait qu'il sera prêt à disputer le mondial à 100% de ses capacités. Je ne sais pas si tu as été aussi convaincu que moi par sa prestation, mais moi, j'ai Ouais, trouvé ça ouais, top. ouais, je l'ai trouvé en tout cas agressif et en confiance. Enfin, c'est pas un joueur qui doute, Evan, hein, normalement. C'est quand même une de ses qualités. Mm. C'est que même s'il a des matchs compliqués ou des périodes compliquées, il sait ce qu'il vaut, il sait ce dont il est capable. Et il sait aussi, je pense qu'il est important pour l'équipe de France. Il y a des compétitions où il a porté les Bleus offensivement. Il est aussi conscient que physiquement, forcément, il a moins de temps de jeu, de kilomètres au compteur que ses coéquipiers sur ces derniers mois. Je l'ai trouvé bien, c'est encourageant parce que c'était un adversaire d'un niveau supérieur à la Tunisie et que là, dès le début en plus, tu vois, c'est ça que j'ai bien aimé, je l'ai senti plutôt bien. T'as raison de souligner qu'il avait l'air aussi détendu, de bonne humeur et en même temps concentré. Donc ouais, je suis d'accord avec ce premier point. J'ai bien aimé son assurance et j'espère qu'on va la retrouver sur la suite de la préparation et au début de la Coupe du Monde évidemment. Bah, je sais pas après, comment dire, dans les autres points qui ont vraiment sauté aux yeux, j'ai l'impression que ça passe au second plan. Et que ce qui passe au premier plan, finalement, c'est un 3 points. Et celui de Rudy Gobert, évidemment. Ouais. Gobert, qui, pour donner un peu de contexte statistique, comme toujours, est à 0 sur 15 dans NBA à 3 points. Il en prend quasiment jamais. C'est-à-dire que je pense que la plupart des 3 points, c'est des tirs de fin de match où il faut bien lancer quelque chose en l'air. Et, euh, et en fait, du coup, il en a tenté 15, réussi 0. Et c'est la première fois dans une compétition qu'il rentre un 3 points. Donc, fatalement, ça fait du bruit. Et ça fait pas mal parler sur Twitter. J'ai l'impression que c'est la principale actu de la journée, limite. Plutôt que la victoire, plutôt que Fournier, c'est vraiment ça qu'on retient, quoi. Bah oui, ce qui est drôle, c'est que ces derniers jours, en plus, tu sais, sur les vidéos qu'on voyait de l'équipe de France,
On a vu un entraînement où Rudy il en met, je sais pas, 4 ou 5 de suite, peut-être même plus, hein, je sais plus. On le voit et avec une mécanique très correcte, un geste qui ressemble à un geste de type qui peut tirer à 3 points. Ce qu'on a évidemment jamais vu en NBA où il a jamais été dans la situation, on lui a jamais demandé de faire ça. Ce qui est marrant, c'est que j'ai tout de suite repensé je l'ai mis d'ailleurs dans un des articles sur le site ce matin. En 2015, Evan Fournier avait accordé une interview à Hoopcast, où c'était Thomas Dufant qui faisait l'interview à ce moment-là. Et en gros, il lui avait dit, ils avaient parlé de Rudy, et puis Evan avait lâché que si il le voyait faire un step back à 3 points en NBA un jour, il prendrait sa retraite avec effet immédiat. Donc ce qui est drôle, c'est qu'on n'en est pas encore là, évidemment. Il a mis un tir à 3 points dans un match. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un tir désespéré, une prière de loin. C'est-à-dire il est ouvert sur l'action, et il prend le tir et ça rentre. Donc le geste, encore une fois, me paraissait fluide. Bon, il faut pas non plus. On pourrait être tenté de se projeter, de se dire bon bah, ok, il a déverrouillé la confiance. Pourquoi est-ce que de temps en temps il en prendrait pas un petit comme ça? C'est pas à exclure, parce qu'il est souvent taxé de joueur un peu unidimensionnel. Qui a peu de moves, qui joue très près du cercle et qui se contente de ça. Et il a fait une carrière absolument magnifique avec ça, hein. On parle pas d'un joueur lambda, on parle d'un multiple Defensive Player of the Year et d'un des meilleurs pivots de la ligue en NBA. Mais ouais, c'était marrant, c'était intéressant de voir que tout le monde était content. Lui-même a été presque surpris. Je- Écoute, qui sait si c'est pas un truc à surveiller par la suite. Pourquoi est-ce que il se retrouverait pas un petit peu au large de temps en temps? Je veux dire, il arrive à défendre au large, pourquoi il n'arriverait pas occasionnellement à défendre, à attaquer aussi au large? Écoute, Bah, quand tu vois les déclasses, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a envie de faire, tu vois, parce que ouais. bon, tu as l'aspect un peu surprise où il dit j'ai l'impression d'avoir perdu ma virginité ce soir. Donc là, carrément, tu vois, on en remet une couche à la Ouais. surprise et sur le côté un peu extravagant de la chose. Par contre, quand tu lui poses vraiment la question après, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup chaque année. Ma confiance augmente et là, elle est à un niveau où je sais que je peux prendre, où je peux les prendre en match, pardon. Il faut que je prenne l'habitude. Mes coéquipiers me font confiance, mon coach aussi. La majorité des fans ne voient pas ce qui se passe en dehors du terrain et peut être surprise que les joueurs travaillent sur des choses qu'ils ne voient pas sur le terrain. Voilà, ça, je suis allé le repêcher chez l'équipe. Et en l'occurrence, il donne l'impression qu'il compte en prendre pendant la compétition. Alors, je me méfie parce que l'année dernière, je me souviens que c'était les fadeaways près du poste, Ouais. c'était des moves un peu plus techniques. Et quand on lui avait posé la question pendant la préparation, il disait justement je vais passer un cap. Moi, je me souviens d'avoir regardé un peu la préparation. J'étais venu à Nanterre pour regarder les Bleus s'entraîner. Et j'étais limite convaincu, tu vois, qu'il allait se passer quelque chose d'offensif chez Rudy Gobert. Et j'étais un peu déçu pendant l'Euro, je vais pas mentir. Ouais. Donc, je vais pas m'emballer, mais apparemment, j'ai l'impression que c'est concret, quoi. C'est vraiment pas un shoot une fois comme ça pour rigoler, mais que c'est un vrai projet de prendre des tirs à 3 points. Alors, ça m'intéresse de voir ce qui va se passer. J'ai du mal à croire que quelqu'un qui a été à 0,15 en carrière en NBA, qui n'en a jamais pris, et d'un coup, à cet âge-là, parce que mine de rien, il arrive quand même à un stade de sa carrière où bah, voilà, il est arrivé à maturité, il a 31 ans. J'ai du mal à croire qu'il va débloquer un tir à 3 points d'un coup. Malgré tout, je suis curieux de voir s'il va en prendre quelques-uns, sachant que la ligne est un peu plus proche qu'en NBA, pourquoi pas. C'est quelque chose à surveiller pendant la compétition, qui sera peut-être positif, peut-être négatif, peut-être qu'on n'en verra quasiment pas, mais quelque chose à surveiller de concret pour la compétition. Je pense qu'effectivement, en équipe de France, c'est possible que si la situation se représente, qu'il se retrouve en position ouverte, s'ils les prennent. En NBA, j'ai plus de mal à l'imaginer parce que déjà, il va jouer avec 4 qui, lui, pour le coup, a le droit, enfin, il a carte blanche pour s'écarter et c'est son jeu. Mais bon, oui, ce serait amusant. Tu parlais de changer un peu enfin, d'ajouter une arme comme ça en fin de carrière. Moi, je repense juste il y a un moment où Manu Tebol en NBA, il avait commencé à prendre des shoots. Il y a un match où il en met je sais plus combien. Il avait pas 20 ans, hein, donc personne n'a jamais vraiment su quel âge il avait. D'ailleurs, ça reste le mystère. Mais il s'est mis, il y a un moment, il y a une période où il a commencé à tirer. Et c'est pas, je veux dire, s'il avait un geste absolument horrible, je me dirais non, mais bon là, c'était un coup de bol. Il a balancé une prière et voilà. Mais là, bon, c'est intéressant. De toute façon, t'as raison, c'est un peu ce que tout le monde retient, alors que ça devrait être qu'un détail. C'est un tir dans un match où d'ailleurs il a été dans son registre. Sinon, un 16 points, 9 rebonds de contre en 23 minutes. C'est aussi ce qu'il faut retenir. Moi, je pense pas que les Bleus ont besoin que Rudy Gobert tire à 3 points pour aller chercher une médaille. Par contre, ils ont besoin que Rudy Gobert soit l'un des meilleurs défenseurs du monde pendant la compète et qu'il apporte ce qu'il est capable d'apporter en attaque aussi dans son registre habituel. Est-ce qu'il y a autre chose
que tu as retenu sur la rencontre, que ce soit un geste, un joueur que tu trouves qui est sorti du lot ou au contraire qui a été un peu en difficulté? Bah, dans les gars qui m'ont impressionné, j'ai retenu 3 trucs, on va dire. Mhm, Déjà Gershon Yabusele, j'ai envie de souligner encore, mhm. parce que dans les stats, c'est pas forcément, très pimpant, on va dire, mais parce qu'il finit à 9 points et 4 rebonds. Par contre, dans le jeu, vraiment, tu as la sensation que c'est, voilà, le meilleur ailier fort du monde, en FIBA, que, vraiment c'est un joueur qui est incroyable, qui est très précieux pour l'équipe de France. Peut-être même, j'ai envie de dire, peut-être même le meilleur joueur de l'équipe de France. À chaque match, il a vraiment cette constance-là, il a cette énergie-là qui est, phénoménale et je trouve que c'est un apport merveilleux. Donc, là, encore une fois, Yabusele m'a beaucoup impressionné. Mhm. Après, dans les choses que je retiens aussi, Elie Okobo en sortie de banc, très, Ouais, très convaincant j'ai trouvé en très termes bon de aussi. scoring. Ouais, Même en organisation du jeu, je sais pas ce que tu en as pensé, mais ouais. déjà, tu as les 7 passes décisives et même dans la manière d'initier l'attaque, il y a vraiment quelque chose où on sent une évolution dans son jeu. Donc, moi, ça me rassure pas mal avant Bah, la compétition. c'est ça, parce que sur la dernière compète où il avait déjà été bon, hein, juste avant le tournoi, et sa sélection était entièrement méritée, j'avais été un peu. Alors déçu, c'est un grand mot, je vais pas dire que j'avais des attentes démesurées pour lui, mais c'est un joueur déjà que j'avais bien aimé en NBA sur le passage qu'il y avait fait, et j'étais presque surpris qu'il y reste pas. Et oui, sur la dernière compète, il avait été un peu timide, un peu, enfin, pas forcément en réussite. Et là, le voir comme ça me donne pas mal d'espoir qu'il ait franchi un cap mental parce que techniquement, il a tout ce qu'il faut. C'est un joueur de très très haut niveau. T'as raison, j'ai bien aimé son apport sur le match d'hier. Je suis en train de re-regarder ses stats. Il a fait 12 points, 7 passes. Mais ouais, au-delà de ça, c'est vraiment ouais, l'activité, la gestion, un peu d'agressivité offensive. J'espère que c'est annonciateur de quelque chose de sympa pour le mondial où on attend qu'il soit important en sortie de banc. Ouais. Et d'ailleurs, une des 7 passes, si je dis pas de bêtises, c'était mon troisième point. Là encore, c'est une action qui est un peu sortie du lot et qui a dû te faire plaisir à toi en Bien l'occurrence. sûr. C'est ce alley-oop, qui balance à Sylvain Francisco, qui était, je trouve assez inattendu mine de rien parce qu'il le prend avec une facilité assez incroyable. Le highlight est bon, assez merveilleux Ouais. et puis, voilà, en plein match qui était disputé du coup à ce moment-là, parce que, le Monténégro revenait pas mal. D'ailleurs, le match était vraiment disputé et ça on le voit au temps de jeu parce que, en fait, sur le banc des remplaçants, il y a 4 joueurs qui avaient eu un temps conséquent pendant le premier match. On faisait beaucoup tourner, qui ont quasiment pas joué. Ils ont joué tous moins de 6 minutes, chacun. Ouais. Donc, c'est là où on voit un petit peu, l'enjeu de la chose. En tout cas, dans cet enjeu-là, Sylvain Francisco qui monte et qui écrase son dunk, moi, ça m'a un petit peu impressionné. Puis il fait plaisir parce que ce mec-là, c'est vrai que c'est pas un habitué de l'équipe de France. C'est pas un habitué de ce genre d'action en équipe de France, du coup, encore moins. Et c'était top comme action. Ah bah, moi, forcément, tu sais que c'est un joueur que je suis depuis le début qui est incroyablement spectaculaire. Alors, enfin, c'est un gars d'1,80 m quand même. Justement, Mmh. moi, il est aussi connu pour cette capacité à dunker fort. Il a fait des concours de dunk et tout ça, mais il y a le côté spectacle, mais c'est pas que du spectacle. C'est-à-dire, dans un match, c'est bien d'avoir un mec qui peut te claquer une action incroyable et tu sais, et booster tous ses coéquipiers, le public, déchaîner le public. Enfin, c'est un profil on n'a pas toujours eu et avoir un mec comme ça et qui même dans le jeu est aussi capable de dynamiter une situation. Donc, il a fait aussi progresser son playmaking. Mmh. Il est aussi capable de bien gérer. Sinon, il aurait pas signé au Bayern Munich. Hein. Ce serait pas, ils l'ont pas signé pour lui faire plaisir. C'est juste que c'est devenu un bon meneur. Et ouais, forcément, ça m'a fait plaisir et j'attends ce genre d'action. Je pense qu'on en aura une ou deux dans l'espoir que son temps de jeu soit au moins correct pendant la compétition. Je pense qu'il va nous en claquer une ou deux. Il est capable de faire des trucs absolument dingues. À l'entraînement, on l'a vu aussi. Hein. Enfin, le gars fait 1,80 m quoi. Ça n'a aucun sens. Son jump, son premier pas, il est terrifiant. Mais ouais, j'ai évidemment noté cette action. Elle m'a fait très plaisir. Ouais. Et d'ailleurs, sur ce truc, tu disais, peut-être un temps de jeu conséquent et cetera, et moi je parlais juste avant des gars qui avaient été coupés un petit peu de la rotation. Je pense que là, ce match-là, il révèle un petit peu les intentions de Vincent Collet par rapport à la coupe du monde en termes de rotation. Ouais. Avec déjà le 5 majeur qui évidemment ne bouge pas, il a pas mis là comme ça pour tester. On en avait parlé dans le premier CQFR, sur l'équipe de France et c'est vraiment nos vétérans et nos joueurs les plus «sûrs» entre guillemets, à part Evan Fournier du coup qui monte en puissance. Mais là, on voit un petit peu déjà que Okobo, Francisco et Fall, ça va être, sans doute les 3 premiers joueurs qui montent dans la rotation. Ouais. Alors que, Likilina, Tarpey, par exemple, qu'on aurait pu attendre sur de plus gros temps de jeu, ont été limités à 5 minutes 40 et 6 minutes 23. Je trouve que c'est un bon indicateur par rapport à vraiment l'équipe qui va disputer les matchs au mondial, à moins qu'il y ait,
voilà, un petit grain de sable dans la machine pendant la préparation. Je pense que cette rotation-là, c'est celle qu'il faut vraiment attendre, en Asie Ça, cet été. ça dépendra, je pense, aussi de l'adversaire. C'est là la Ouais, force de bien cette sûr. équipe de France. Mais tu vois, un joueur comme Nilikina, forcément, les gens vont dire que je le défends tout le temps et que je crois toujours en lui, alors qu'on ne devrait peut-être pas. Mais en équipe de France, je l'ai toujours trouvé bon. Que ce soit Mmh. même en attaque, hein, où il a eu les difficultés qu'on connaît en NBA. Sur des matchs très précis, il peut, sur des adversaires où il y a besoin d'une grosse défense, je pense que Vincent Collet n'hésitera pas à le faire jouer plus que 5 minutes, tu vois. Et à contrario, s'il y a besoin de dynamité sur le plan offensif, là, Sylvain Francisco jouera peut-être plus. Terry Tarpey, il a été super lors de la dernière compète, donc je pense aussi que selon l'adversaire, selon le scénario d'un match, et c'est ça qui est bien avec l'équipe de France, c'est que maintenant on a une profondeur. Enfin, je veux dire, il y a des périodes où quand on sortait du 5, c'était compliqué. Enfin, il y avait très peu d'espoir de renverser des situations ou de faire face à tel ou tel adversaire. Là, franchement, quand tu vois ce qu'on est capable de proposer en termes de profondeur d'effectif, ça fait plaisir. Donc, les temps de jeu, t'as raison, hein, bon, sur le 5, t'as évidemment raison, c'est le 5 type et c'est celui qui va démarrer. J'imagine pas un autre 5 contre le Canada en ouverture. Après, pour les temps de jeu, je pense que ça peut être variable en fonction de l'adversaire, mais Ouais, bien sûr. on Je pense qu'on verra. a notre rotation par défaut, mais que ça Ouais, bougera aussi, ouais. c'est ça. On verra aussi après sur les prochains matchs. On peut aussi souligner ce joli tir au buzzer du troisième carton de Nando De Colo. Ça fait Mmh. toujours plaisir de revoir Nando en équipe de France. C'est pour ça que je le soulignais parce que c'est toujours ultra classe, ultra fluide. Il y a quelque chose de l'ordre de la grâce quand Nando De Colo joue au basket et il faut en profiter pendant qu'on peut parce que on est de la même année, donc il est plus proche de la retraite que de son prime, mais ça fait super plaisir de le voir et je pense que lui aussi sera très important, autant sur le plan technique que sur le plan du leadership. Il est toujours crucial, Nando. Clairement. Sur les prochains matchs, si je ne dis pas de bêtises, tu me dis si je me trompe, donc là cette fois ils se rendent à Orléans. Je dis pas de bêtises, hein, que je me trompe pas de ville pour pas chagriner Bah, les Montpelliérains. Si je me trompe, vas-y. je crois pas, mais je suis pas, suffisamment prêt. J'ai pas tout en tête exactement, mais oui, Là, sauf erreur de ma part, c'est Orléans. il me semble qu'il y a 3 jours de repos et qu'après ils seront à Orléans pour continuer la préparation et que lundi ils affronteront le Venezuela, toujours en préparation évidemment, avant un double rendez-vous contre la Lituanie. Et C'est après, ça, et voilà. après seulement ça, ce sera le départ pour la Coupe du Monde. Donc voilà, si tu as autre chose à ajouter sur les Bleus, n'hésite pas, mais je pense qu'on a été plutôt complet sur ce match d'hier. Non, j'allais juste dire Lituanie, voilà, ça va être le premier Ouais, gros test de l'équipe de France parce que mine de rien, Monténégro, c'était plus sérieux. ouais, Déjà, il y a plusieurs joueurs NBA au-delà de Vucevic. C'était pas le seul joueur NBA sur le terrain, mais bon, après, c'est border NBA, mais c'est une vraie équipe de basket, le Monténégro. ouais. Mais la Lituanie, c'est quand même un cran au-dessus. Ça ressemble déjà plus aux adversaires qu'on va affronter dans la phase de poule. Donc, je pense que le 9 août, c'est vraiment une date voilà, à souligner sur le calendrier et qu'il faudra regarder ce match avec plus d'attention que les autres. Je suis d'accord avec toi. Et on en parlera évidemment, on l'analysera dans le CQFR le lendemain matin, ce match-là. Dans l'actualité de l'NBA est toujours relativement plate, on va pas se mentir, hein, c'est toujours pas d'énormes. Alors peut-être un message de soutien à Montrezarel qui s'est fait ligament croisé et déchirure du ménisque avec Philadelphie. Alors il n'était pas amené à Ouais. avoir un temps de jeu important et crucial pour les Sixers, hein, clairement, mais bon c'est toujours triste quand un mec qui vient de signer un contrat et qui approche de la trentaine et qui se fait des croisés, c'est jamais réjouissant. Et puis le ménisque en prime, quoi. Les Ouais, deux d'un c'est coup, ça. c'est quand même. Enfin, pour la rééducation, bon courage, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, il n'y a pas une énorme actu, mais il y en a une qui a quand même retenu notre attention, parce qu'on en a discuté juste avant, justement. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on parlerait pas un peu de ça, même si c'est un sujet qui peut être considéré comme touchy, parce qu'il implique tellement de choses en dehors du basket, parce que là, c'est du hors basket, hein. Jonathan Isaac, donc, si vous vous souvenez de ce joueur, parce qu'on l'a très peu vu, finalement, sur les parquets NBA. Bon, forcément, moi, en tant que suiveur du Magic, j'ai eu pas mal d'espoir pour ce joueur, parce que défensivement, c'est un potentiel absolument gigantesque. Et la seule saison sur laquelle il a vraiment pu montrer son potentiel, il a été très bon, hein, c'était en 2018-2019. Mais depuis, bah, c'est des saisons à 27, 34, 11 matchs, puis ou 0 quand il a pas pu jouer du tout. Jonathan Isaac, donc, qui est censé être sur le pont, hein, et prêt pour la saison prochaine, il a fait une annonce un peu curieuse, on va dire, on va utiliser ces termes-là, où il a décidé de sortir une marque de chaussures, euh, donc qui s'appelle, si je ne dis pas donc une marque qui s'appelle Unitus, et sur laquelle il y aura marqué son deuxième prénom, Judah. Donc ça, bon, que des joueurs sortent des marques ou des modèles signatures chez des équipementiers, c'est pas nouveau, hein, c'est pas, c'est pas le souci.
Mais cette marque, donc, elle a une visée très très claire, c'est de combattre le wokisme et de se poser contre les marques qui véhiculent des valeurs qu'il considère lui comme néfastes, qui ont des idées qu'il lui-même décrit comme progressistes, de gauche, enfin tout ce que n'aime pas Fox News et l'Amérique conservatrice. Et Jonathan Isaac est donc un joueur, une personne plutôt conservatrice, c'est un euphémisme. On se souvient qu'il avait, bon, pendant la période de Covid, il faisait partie des joueurs qui avaient refusé de se faire vacciner, ça c'est une chose. Mais il avait aussi, pendant le mouvement Black Lives Matter qui s'était déroulé aussi en NBA, qui avait été très très suivi, forcément, ça avait été la NBA et la WNBA avaient été moteurs dans ce mouvement-là. Il avait refusé de mettre un genou à terre et de soutenir le mouvement de cette manière-là, en tout cas. Donc là, c'est pas la première fois qu'il se met pas en porte-à-faux, mais au moins en opposition avec la NBA ou avec les marques, les équipementiers de la NBA. Cette sortie de chaussures, voilà, est un peu grincé des dents en NBA, en sachant que c'est un joueur qui a finalement peu joué. Et moi, ce qui m'interpelle, alors tu me diras ensuite ce que tu en penses, hein, je vais pas me monopoliser toute la parole, mais Mais je t'en prie. ce qui m'interpelle, c'est que, alors, j'ai beau adorer le Magic, hein, j'adore, j'ai la nostalgie de cette franchise qui est la première que j'ai aimée en NBA. Bon, comme beaucoup d'autres franchises, elle est détenue par des propriétaires très conservateurs, membres du Parti républicain. Alors, tous les républicains ne sont pas ultra conservateurs, hein, mais bon, pour le coup, la famille DeVos à Orlando l'est. Et c'est une équipe qui a un GM noir, qui a un entraîneur noir, une majorité de joueurs noirs. Et là, les propriétaires viennent de donner une somme très importante pour financer la campagne de Ron DeSantis, l'un des candidats à la primaire républicaine à la prochaine élection. Et ce candidat, il a quand même dit il y a quelques jours que l'esclavagisme avait eu du bon et que les peuples et les personnes qui avaient subi l'esclavagisme, en gros, limite devaient être reconnaissantes et que ça va apporter de bonnes choses. Donc moi, ça m'intrigue un peu de voir un joueur comme Jonathan Isaac et une franchise comme Orlando avoir ces contradictions-là qui sont un peu désarmantes, je t'avoue. Bah, en plus, c'est particulier en ce qui concerne le soutien à DeSantis parce que c'est directement fait avec le Magic. C'est-à-dire que Ouais, c'est l'institution Orlando Magic qui donne 50 000 $ à la campagne de Ron DeSantis. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose de un, d'assez inhabituel en NBA et de deux, qui sort beaucoup des valeurs qui sont défendues par la NBA en tant c'est qu'institution. ça. Donc fatalement, ça attire notre attention, ce genre de choses. Et pareil en ce qui concerne Jonathan Isaac, la plupart des joueurs NBA sont chez Nike, Adidas, etc. Et là, il se met déjà en opposition par rapport à ça, explicitement par rapport à Nike en l'occurrence. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez inhabituel. Déjà, j'ai un peu de mal à comprendre ce que ça veut dire en fait concrètement une marque de chaussures, donc aussi de hoodies, de pantalons, etc. Enfin, vraiment de sport de manière générale. Une marque de sport anti-woke. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tu vois Et pro-chrétienne, enfin pro-chrétien, pro-christianisme. C'est comme ça que quand il est passé sur Fox News, il a dit en gros anti-woke et pro-christian. Voilà. Et en plus, donc, pour expliquer un petit peu, la chaussure, c'est vraiment une chaussure de basket typique. Juste à l'arrière, il y a écrit Juda dessus. Alors, je serais curieux de savoir comment on la produit parce que c'est peut-être en ça qu'elle est anti-woke, je ne sais pas exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire de produire une chaussure anti-woke maintenant j'ai du mal. Est-ce que c'est juste qu'il a créé une marque qui n'investit pas dans des projets qui œuvrent contre les inégalités sociales aux États-Unis? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça? On ne le sait pas exactement. En tout cas, voilà, son ambition, c'est de créer quelque chose qui s'oppose à ce qu'on a actuellement et de faire en sorte qu'on puisse donner de l'argent à des entreprises qui vont plus avec donc, les valeurs des gens, donc les gens comme Isaac, les républicains, les conservateurs, etc. Euh, les Américains qui aiment la liberté, qui aiment la foi, etc. C'est là, je cite exactement ce qu'il dit. Donc, on est vraiment sur quelque chose de particulier parce qu'on n'a jamais vu ça en NBA. Ouais. Généralement, la plupart des joueurs défendent plutôt des positions qui sont antiracistes, des positions qui sont anti-inégalité sociale. Je pense à, par exemple, Jalen Brown, qui, avec ses 304 millions de dollars sur 5 ans, a promis de faire en sorte de réduire les inégalités sociales à Boston, en pointant du doigt justement que les familles noires étaient très défavorisées à Boston par rapport aux familles blanches, et Ouais. que lui, il voulait s'attaquer à ça. Donc voilà, là, Isaac, il est vraiment en décalage. D'un point de vue plus personnel, moi, personnellement, je trouve ça super étrange, en fait, déjà, comme, ne serait-ce que comme timing. Le mec a joué 11 matchs en 3 saisons depuis son explosion. C'est le joueur le plus payé du Magic. Ouais. Là, actuellement, il est un petit peu dans une position médiatique compliquée. Jonathan Isaac, c'est pas le mec, c'est pas le chouchou du Magic, tu vois.
C'est le mec qui mine un peu le salary cap sans jouer, c'est compliqué et là, maintenant, il sort ce projet-là et personnellement, effectivement, je suis pas fan du projet. Heu, c'est quelque chose qui est enfin, voilà, qui est un petit peu compliqué Mais et j'ai du c mal à voir exactement où ça va, quoi. ouais, mais ce qu'il faut dire, c'est que alors, parce que le terme woke, on l'entend un peu partout, même en France, hein, politiquement, on entend maintenant, surtout du côté de la droite, combattre le wokisme et les choses comme ça. Mais en fait, de base, alors je veux bien que du côté des wokistes, même si eux-mêmes ne s'appellent pas forcément comme ça, je veux bien qu'il y ait des excès et que ça devienne, ça peut, comme tout, hein, dès qu'il y a des excès et des abus partout, c'est toujours problématique, hein, il n'y a pas de souci. Mais de base, c'est quand même c'est un terme qui veut juste dire que tu es conscient des problèmes liés à la justice sociale, à l'inégalité. Et c'était d'ailleurs aux États-Unis très très tourné vers la défense pour l'égalité et contre les discriminations envers les Afro-Américains. Donc tu vois, c'est ça qui me... Quand un type, un Afro-Américain qui se met en opposition claire avec ça, je trouve toujours... et ça veut pas dire qu'il faut absolument... parce que le wokisme, parfois, ça se lie aussi à la cancel culture, des choses comme ça qui sont un peu plus compliquées à défendre. Mais je trouve ça très, très... T'as raison, les valeurs défendues par la NBA, dire, ça se met en opposition avec ça. Et je... Bon, le fait qu'il soit pas connu, moi, enfin qu'il soit pas connu, qu'il soit pas très connu du grand public, qu'il ait peu joué, ça me pose pas de problème. Le fait même qu'il veuille créer quelque chose d'alternatif aux grandes marques qui ont pas forcément toujours les fesses propres, hein, on va pas se le cacher, ça me pose pas de problème. Je trouve ça peut être un projet intéressant. Mais là, passer sur Fox Sports où ça passe, où les chroniqueurs et les journalistes passent leur journée à être borderline raciste pour pas dire plus, je trouve ça, c'est un peu choquant. Mais bon, voilà, c'était le volet un peu politique de la chose. On ne veut pas non plus déborder. Ça reste, c'est un joueur qui, quand il est en capacité de jouer, a un énorme potentiel. Mais on l'a pas beaucoup vu par la force des choses. Et là, le voir dans l'actualité pour cette chose-là, forcément, ça me chagrine un peu, mais on ne peut pas grand-chose. Ouais, c'est ça et bon, après pour, conclure un peu le dossier, j'ai envie de dire quand il parle d'anti-woke par rapport aux marques, ce qui est bon de rappeler, c'est aussi que Nike, Adidas et cetera, sont pas des marques qui sont, enfin exemplaires quoi. C'est-à-dire que, Antoine quand il écrit son article, il le souligne notamment, c'est que, effectivement Nike c'est une, marque qui produit ses chaussures dans des pays qui sont assez loin, dans des conditions qui sont voilà, très critiquable et pareil pour Adidas et pareil pour la plupart des marques, qui sont portées par les joueurs NBA. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de se mettre en opposition par rapport à ça? Kyrie Irving l'avait fait, par exemple. Je pense que c'est quelque chose qui est louable. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de se mettre en opposition par rapport au volet, image de la marque, tu vois? Il faut aller plus loin que la chose. Est-ce que les autres marques sont pas aussi, d'une certaine manière, enfin, critiquables? Voilà, j'avais juste envie d'aborder la question de, est-ce que les autres marques sont vraiment exemplaires, de leur côté aussi, quand on met les 2 en opposition? C'est un Mm. petit peu compliqué. Voilà, le débat il est plus tendu que ce qu'on veut bien présenter, sur Twitter pour la plupart des gens parce qu'on est limité en termes de caractère et cetera. Et je pense qu'il y a un vrai débat sur l'importance de créer des marques éthiques dans le monde du dans le monde du sport, hem et que cette news-là, elle interpelle à ce niveau-là. Bon, je laisse les gens, nous dire un petit peu ce qu'ils en pensent en commentaire éventuellement, sans débordement évidemment et toujours dans le respect, Jonathan Isaac a parfaitement le droit d'avoir ses Bien opinions, sûr, il n'y a il a aucun parfaitement problème. le droit de créer la marque qu'il a envie de créer. Mais voilà, on est intéressé de savoir un petit peu ce que vous en pensez, de cette prise de position-là et de ce que vous pensez aussi peut-être des positions des autres joueurs qui sont plus, derrière Nike, derrière Adidas ou qui ont commenté la situation. Absolument. Voilà, donc on a débordé un peu sur un volet un peu plus politique, mais je trouve que tu as raison, c'est intéressant d'en parler. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une discussion pendant une late session, par exemple, peut-être avec où les gens pourront interagir, mais voilà, ce sera intéressant d'évoquer ça. On va se laisser là pour le CQFR d'aujourd'hui. De toute façon, on se retrouve demain matin en espérant un peu d'actu aussi. Il n'y a pas de match des Bleus, mais il y aura peut-être des choses sur lesquelles discuter en termes d'actualité en NBA. D'ici là, on vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain matin.